Lorsqu'une petite fille muette arriva à Silveridge en 1871, tous ne voyaient que son silence. Mais 50 ans plus tard, la vérité sur son impact révéla une histoire bien plus inspirante que quiconque aurait pu imaginer. Marie-Louise Beaumont, une historienne locale de 34 ans, explorait les archives poussiéreuses du palais de justice de Silveridge ce matin d'avril 1921. Le soleil printanier filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des décennies de documents soigneusement préservés. Elle avait été mandatée par le conseil municipal pour compiler une histoire complète de la petite ville à l'occasion de son 50e anniversaire. Ce fut alors que son doigt effleura un petit carnet relié en cuir, caché entre deux registres volumineux. Au premier abord, elle pensa avoir trouvé un simple journal de bord. Mais en l'examinant de plus près, Marie-Louise réalisa que les pages jaunies contenaient les notes personnelles du shérif Thomas Anderson, datant des années 1870. Le carnet était remarquablement bien conservé, les pages protégées par une couverture en cuir usé mais solide. Ce qu'elle avait découvert avait été préservé pendant exactement 50 ans. Les pages étaient fragiles mais lisibles, l'encre à peine pâlie par le temps. Le plus émouvant était la première inscription. « Aujourd'hui, j'ai rencontré une enfant qui a changé ma vie. » Cette découverte allait révéler une histoire vieille d'un demi-siècle qui prouvait comment les oubliés peuvent construire les plus beaux héritages. Silveridge, Arizona, 1871. La poussière semblait recouvrir chaque surface dans cette petite ville minière nichée entre les montagnes arides et les vastes plaines. Les étés étaient impitoyables, le soleil brûlant la terre craquelée et desséchant les rares plantes qui osaient pousser. Les hivers apportaient un froid mordant qui s'infiltrait dans les maisons mal isolées. La survie ici dépendait de la force, de la persévérance et des liens communautaires qui unissaient les habitants face aux rigueurs de la vie frontalière. La petite Elizabeth Harper avait 8 ans lorsque son monde s'écroula. Ses parents, honnêtes fermiers, furent sauvagement assassinés lors d'une attaque nocturne sur leur modeste propriété située à quelques kilomètres de Silveridge. Elizabeth avait tout vu, cachée dans un placard, tremblante et terrorisée. Depuis cette nuit fatidique, aucun son ne sortait de sa bouche. Son regard, autrefois pétillant de joie enfantine, était désormais vide, hanté par des images qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Le pasteur Williams et sa femme la recueillirent temporairement pendant que les autorités cherchaient une famille d'accueil. Le couple âgé essayait de lui apporter du réconfort, mais Élisabeth restait recroquevillée dans son silence, dessinant sans cesse des formes étranges sur des bouts de papier. Son mutisme et son comportement étrange décourageaient les familles potentiellement intéressées par son adoption. Les murmures circulaient dans la ville. Cette enfant était perturbée, peut-être même dangereuse. Pourquoi ne parlait-elle pas? Était-elle simple d'esprit? Les commérages allaient bon train, transformant une enfant traumatisée en objet de crainte et de superstition. Après 3 mois, Madame Williams tomba malade. Le pasteur, dépassé par les soins à donner à sa femme, ne pouvait plus s'occuper d'Élisabeth. Le conseil municipal se réunit pour discuter de son sort. Certains suggérèrent de l'envoyer dans un orphelinat à Tucson. D'autres proposèrent une institution pour enfants déficients mentaux à Phoenix. Le maire Jenkins, un homme imposant aux favoris grisonnants, présidait la réunion avec une impatience à peine dissimulée. Il demanda si quelqu'un dans la ville était prêt à prendre cette responsabilité, son ton suggérant clairement qu'il considérait la question comme une simple formalité avant de l'envoyer ailleurs. Thomas Anderson, le shérif de Silveridge, se tenait au fond de la salle. Veuf depuis 5 ans, il vivait seul dans une petite maison près du bureau du shérif. La solitude lui pesait de plus en plus, mais jamais il n'aurait imaginé former une famille à nouveau après la mort de sa femme Sarah lors d'une épidémie de fièvre. Il observait silencieusement le débat, mal à l'aise face à la façon dont tous parlaient de cet enfant comme d'un fardeau dont il fallait se débarrasser. Le silence tomba sur l'assemblée quand la porte s'ouvrit. Le pasteur Williams entra, tenant par la main une petite fille aux cheveux châtains tressés et aux yeux d'un bleu profond. Élisabeth portait une robe simple, trop grande pour elle. Son regard se posa un instant sur chaque visage avant de se fixer sur le sol. Le pasteur expliqua qu'il voulait que tous voient l'enfant dont il décidait du sort. Ce n'était pas une affaire administrative, mais la vie d'une petite fille qui avait déjà trop souffert. Thomas se sentit soudain envahi par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quelque chose dans le regard de cet enfant lui rappelait sa propre solitude, sa propre douleur. Avant même de réaliser ce qu'il faisait, il s'avança et déclara qu'il prendrait Élisabeth chez lui. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Le shérif, célibataire et débordé par son travail, voulait adopter cet enfant problématique.
Le maire Jenkins haussa un sourcil dubitatif mais semblait soulagé de voir ce problème résolu sans avoir à dépenser les fonds de la ville. Ce soir-là, Thomas emmena Elizabeth dans sa modeste maison. Il lui montra la petite chambre qu'il avait aménagée à la hâte, expliquant maladroitement qu'ils apprendraient ensemble à cohabiter. La petite fille explorait silencieusement son nouvel environnement, touchant délicatement les meubles, examinant les photos encadrées sur la commode. Elle s'arrêta devant le portrait de Sarah, l'épouse défunte de Thomas. Ses yeux posèrent une question silencieuse. Thomas lui parla de Sarah, de sa gentillesse, de son rire, de la maladie qu'il avait emportée trop tôt. Il ne savait pas si Elizabeth comprenait ou même écoutait, mais parler lui faisait du bien. Pour la première fois depuis des années, la maison ne semblait plus aussi vide. En bordant Elizabeth pour la nuit, il promit maladroitement de faire de son mieux, même s'il n'était pas certain de savoir comment s'occuper d'une enfant, encore moins d'une enfant qui avait vécu un tel traumatisme. Cette nuit-là, Thomas fut réveillé par des pleurs étouffés. Il trouva Elizabeth recroquevillée dans son lit, secouée de sanglots silencieux. Sans réfléchir, il s'assit près d'elle et posa doucement sa main sur son épaule. Il resta ainsi jusqu'à ce qu'elle se rendorme, comprenant que le chemin serait long et difficile pour tous les deux. Les premières semaines furent un ajustement difficile. Thomas demanda à Martha Cooper, la veuve du forgeron, de garder Elizabeth pendant qu'il travaillait. Martha était connue pour sa gentillesse, mais également pour sa langue bien pendue. Elle accepta avec une curiosité à peine dissimulée, sans doute impatiente d'en apprendre davantage sur cette étrange enfant muette. Elizabeth passait ses journées à dessiner ou à observer silencieusement Martha s'occuper des tâches ménagères. La vieille dame essayait de l'impliquer, lui montrant comment pétrir la pâte à pain ou coudre des boutons. Parfois, Elizabeth participait avec attention, d'autres fois, elle semblait perdue dans son monde intérieur, inaccessible. Le soir, Thomas rentrait, épuisé par sa journée, mais s'efforçait toujours de créer une routine rassurante. Il racontait sa journée pendant qu'il mangeait le ragoût préparé par Martha. Il parlait des petits délits, des disputes entre voisins, des nouvelles de la ville. Elizabeth l'écoutait attentivement, ses yeux bleus ne manquant aucun détail de ses expressions. Un soir, Thomas rentra avec un petit carnet et des crayons. Il les posa devant Elizabeth, expliquant qu'il pourrait peut-être communiquer ainsi. Les yeux de la fillette s'illuminèrent légèrement. Ce fut le premier vrai changement d'expression que Thomas observa depuis son arrivée. Elle prit le carnet avec précaution, comme un trésor fragile, et commença à dessiner. Ce n'étaient plus les formes étranges et troublantes qu'elle griffonnait auparavant, mais des dessins plus élaborés. Des fleurs, des oiseaux, et parfois des scènes de leur quotidien. Avec le temps, une routine confortable s'établit. Le matin, Thomas accompagnait Elizabeth chez Martha avant de prendre son service. Le soir, ils dînaient ensemble, puis Thomas lisait à voix haute pendant qu'Elizabeth dessinait. Le dimanche, il assistait au service religieux, puis se promenait le long de la rivière asséchée qui traversait la ville. Petit à petit, les habitants s'habituèrent à voir le shérif accompagné de cette petite fille silencieuse. Les regards curieux ou méfiants diminuèrent progressivement. À la surprise générale, Elizabeth se révéla particulièrement douée avec les animaux. Un jour, elle calma instantanément le cheval de Thomas qui s'était emballé après un coup de tonnerre. Une autre fois, elle soigna avec patience un chaton blessé que personne n'arrivait à approcher. Ces petits événements commencèrent à changer la perception des habitants. Peut-être que cet enfant n'était pas si perturbé après tout. Peut-être possédait-elle simplement une sensibilité différente. Martha, initialement réticente, devint rapidement l'une des plus ferventes défenseuses d'Elizabeth. Elle racontait à qui voulait l'entendre à quel point la petite était intelligente et observatrice. Comment elle avait prévu l'orage en dessinant des nuages noirs avant même que le ciel ne s'assombrisse. Comment elle semblait comprendre ce que les animaux ressentaient. Ces récits, amplifiés par la tendance de Martha à l'exagération, donnèrent à Elizabeth une aura presque mystique aux yeux de certains habitants. Thomas, quant à lui, découvrait les joies et les défis de la paternité. Il apprit à tresser les cheveux d'Elizabeth, maladroitement au début, puis avec une dextérité croissante. Il lui confectionna une petite étagère pour ranger ses dessins. Il adapta ses horaires pour être plus présent, déléguant certaines tâches à son adjoint, Frank Miller, un jeune homme dévoué mais peu expérimenté. Le juge William Harrington observait ces changements avec un intérêt particulier. Récemment nommé à Silveridge, il s'était rapidement imposé comme une figure d'autorité respectée. Grand, distingué, toujours impeccablement vêtu, il inspirait confiance et respect.
Il avait apporté un semblant d'ordre dans cette ville frontalière, tranchant les litiges avec une justice impartiale et sévère. Son arrivée coïncidait avec une période de prospérité pour Silveridge, la mine d'argent locale ayant considérablement augmenté sa production. Le juge se montrait particulièrement bienveillant envers Thomas et Elizabeth. Il s'arrêtait souvent pour échanger quelques mots avec le shérif, s'enquérant poliment de la santé et des progrès de la petite fille. Il lui offrit même un livre illustré sur les oiseaux de l'Ouest américain, notant qu'il avait remarqué son intérêt pour le dessin. Thomas appréciait cette attention, voyant en Harrington un allié potentiel pour améliorer la situation d'Elizabeth. Un jour, le juge invita Thomas à dîner dans sa grande maison sur la colline surplombant la ville. C'était la plus belle propriété de Silveridge, construite par l'ancien propriétaire de la mine. Pendant le repas, servi par une domestique mexicaine silencieuse, Harrington aborda le sujet de l'avenir d'Elizabeth. Il suggéra que Thomas envisage de l'envoyer dans un pensionnat réputé à San Francisco, où elle pourrait recevoir une éducation adaptée à son état. Le juge se proposait même de contribuer financièrement, arguant que Silveridge n'offrait pas les ressources nécessaires pour une enfant aux besoins spéciaux. Thomas fut surpris par cette proposition. Il remercia poliment le juge, mais expliqua qu'il préférait garder Elizabeth près de lui, convaincu que la stabilité et l'affection étaient ce dont elle avait le plus besoin. Le juge n'insista pas, mais Thomas crut déceler une légère contrariété dans son regard habituellement bienveillant. Sur le chemin du retour, Thomas repensa à cette conversation. Pourquoi le juge s'intéressait-il tant au sort d'Elizabeth? Son inquiétude semblait sincère, mais quelque chose dans sa façon d'insister mettait Thomas mal à l'aise. Il chassa ses pensées, les attribuant à sa nature méfiante de shérif. Après tout, le juge Harrington était l'homme le plus respecté de la ville, connu pour sa générosité et son intégrité. Ce qu'il ignorait, c'est que la présence d'Elizabeth à Silveridge représentait une menace que le juge ne pouvait ignorer. Un secret enfoui sous les apparences respectables risquait d'éclater au grand jour si jamais la petite fille retrouvait sa voie. L'automne céda la place à un hiver particulièrement rigoureux. La neige, rare dans cette région, recouvrit Silveridge d'un manteau blanc pendant plusieurs semaines. Les déplacements devinrent difficiles, isolant davantage la petite communauté. Thomas profita de ce ralentissement forcé pour passer plus de temps avec Elizabeth. Il lui apprit à jouer aux dames, surpris par sa rapidité à saisir les règles et sa stratégie intuitive. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Elizabeth lui tendit son carnet. Elle avait dessiné une famille. Un homme grand portant une étoile de shérif, une petite fille, et entre eux, le contour d'une femme, presque transparente. Thomas sentit son cœur se serrer en comprenant qu'elle avait représenté Sarah, comme si elle faisait toujours partie de leur famille. Ce soir-là, il rassembla son courage et demanda officiellement à Elizabeth si elle accepterait qu'il devienne légalement son père. Pour toute réponse, elle se blottit contre lui dans une étreinte qui valait tous les maux du monde. Le dégel du printemps apporta son lot de changements. Thomas déposa une demande officielle d'adoption auprès du tribunal local, présidé par le juge Harrington. À sa grande surprise, le processus se heurta à des complications administratives inattendues. Des documents manquaient, des signatures supplémentaires étaient requises, des délais s'allongeaient inexplicablement. Frank, son adjoint, lui suggéra que peut-être quelqu'un s'opposait discrètement à cette adoption. Pendant ce temps, les regards sur Elizabeth changeaient. Martha avait contribué à humaniser la petite fille aux yeux des habitants, racontant ses progrès, son intelligence, sa gentillesse. Plusieurs enfants de la ville commencèrent à l'inclure dans leur jeu, acceptant son silence comme une simple particularité. Elizabeth s'épanouissait visiblement, son visage s'animant davantage, ses dessins devenant plus colorés et joyeux. Cette évolution positive fut interrompue par une série d'événements troublants. D'abord, une rumeur circula selon laquelle la propriété des Harper, les parents défunts d'Elizabeth, allait être vendue aux enchères pour couvrir des dettes prétendument impayées. Thomas fut surpris, car John Harper avait la réputation d'être un homme méticuleux et économe. En examinant les documents, il découvrit que les dettes avaient été contractées peu avant le meurtre du couple. Puis, Martha tomba gravement malade après avoir bu un thé préparé avec des herbes qu'elle avait cueillies près de la rivière. Elle survécut, mais resta alitée pendant des semaines, trop faible pour s'occuper d'Elizabeth. Le docteur Wilson parla d'un empoisonnement accidentel, mais Martha, entre deux accès de fièvre, insistait qu'elle connaissait parfaitement ces herbes qu'elle utilisait depuis des années. Thomas dut réorganiser sa vie, emmenant Elizabeth avec lui au bureau du shérif ou la confiant à Sarah Miller, l'épouse de son adjoint. Ces bouleversements perturbèrent la petite fille, qui redevint plus renfermée,
dessinant à nouveau des formes sombres et inquiétantes. Un soir, alors qu'il rangeait des papiers dans son bureau, Thomas tomba sur le dossier concernant le meurtre des Harper. Il réalisa avec un sentiment de culpabilité qu'il avait négligé cette affaire, absorbé par ses nouvelles responsabilités paternelles. Les indices étaient maigres, aucun témoin hormis Elizabeth, aucune empreinte identifiable, rien de volé hormis quelques documents personnels. Le mobile restait mystérieux. Les Harper n'avaient pas d'ennemis connus, vivaient modestement et entretenaient de bonnes relations avec leurs voisins. Thomas décida de rouvrir discrètement l'enquête. Il commença par visiter l'ancienne propriété des Harper, désormais à l'abandon. La maison portait encore les traces du drame, impact de balles dans les murs, taches sombres sur le plancher malgré les tentatives de nettoyage. En examinant méticuleusement les lieux, il découvrit, caché sous une lame de plancher descellée, un petit coffret métallique. À l'intérieur se trouvaient des documents liés à un clin minier, prouvant que John Harper avait découvert un filon d'argent sur sa propriété, ainsi qu'une lettre inachevée adressée au bureau des mines de Tucson, datée de la veille de sa mort. Cette découverte donna un nouveau sens à la tragédie. Harper avait peut-être été tué pour ce clin, qui valait potentiellement une fortune. Mais qui à Silver Ridge aurait pu être au courant de cette découverte? Et qui aurait eu les moyens et la motivation de commettre un tel acte? En rentrant chez lui, Thomas trouva Elizabeth agitée, en proie à un cauchemar. Il la réconforta comme il put, se demandant si ces cauchemars étaient liés au souvenir de cette nuit terrible. Que se passerait-il si elle retrouvait la parole? Serait-elle capable d'identifier le meurtrier de ses parents? Le lendemain, une nouvelle inattendue frappa la ville. La Silver Ridge Mining Company, propriété majoritaire du juge Harrington, annonçait l'extension de ses activités vers les terres des Harper. Le juge expliqua publiquement avoir acquis légalement ces terres lors d'une vente aux enchères discrètes pour dettes impayées. Thomas sentit un malaise agrandissant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une façon qui le terrifiait. Cette nuit-là, il fut réveillé par un bruit dans la chambre d'Elizabeth. En entrant précipitamment, il découvrit la fenêtre ouverte, les rideaux flottant dans la brise nocturne. La petite fille était toujours dans son lit, terrorisée mais indemne. Sur le sol gisait une pierre enveloppée dans un message menaçant. Certains secrets doivent rester enterrés. Thomas comprit alors que le danger était bien réel et imminent. Il devait protéger Elizabeth tout en découvrant la vérité, même si cette vérité impliquait l'homme le plus puissant de Silver Ridge. Thomas prit des mesures immédiates pour assurer la sécurité d'Elizabeth. Il installa un lit de camp dans sa chambre et dormit près d'elle les nuits suivantes. Pendant la journée, il la gardait à ses côtés au bureau du shérif ou la confia à Frank et Sarah Miller, les seules personnes en qui il avait une confiance absolue. En parallèle, il poursuivait son enquête avec une discrétion redoublée. Il découvrit que plusieurs propriétaires terriens de la région avaient été victimes d'intimidation ou d'accidents suspects avant de vendre leurs terres à bas prix. Chaque fois, ces terres se révélaient ultérieurement riches en minerais et finissaient entre les mains de la Silver Ridge Mining Company. Le mode opératoire était toujours le même. Dettes mystérieuses, pression légale, puis tragédie personnelle forçant la vente. Martha Cooper, désormais rétablie, lui confia que son défunt mari avait exprimé des soupçons similaires peu avant sa mort. Le forgeron avait mentionné des documents compromettants qu'il gardait en lieu sûr, mais il était décédé avant de pouvoir agir. Martha n'avait jamais retrouvé ces documents et avait attribué les propos de son mari à la fièvre qui l'avait emporté. Thomas se rendit compte que le juge Harrington était arrivé à Silver Ridge seulement 6 mois avant le meurtre des Harper. Sa réputation d'intégrité s'était construite rapidement, peut-être trop rapidement. En consultant les archives de la ville voisine où Harrington avait exercé précédemment, Thomas découvrit des rumeurs similaires d'acquisitions douteuses et d'accidents opportuns, jamais prouvés mais suffisamment nombreux pour éveiller les soupçons. Le shérif comprenait maintenant pourquoi le juge s'intéressait tant à Elizabeth. Elle était la seule témoin vivante de ces crimes. Son mutisme l'avait protégée jusqu'à présent, mais Harrington ne pouvait pas risquer qu'elle retrouve un jour la parole. L'insistance du juge pour l'envoyer dans un pensionnat lointain prenait tout son sens. Thomas était partagé entre son devoir de justice et sa peur pour Elizabeth. Accuser le juge sans preuve solide serait non seulement futile, mais potentiellement dangereux. Il avait besoin de témoignages, de documents, d'éléments tangibles qui pourraient convaincre les autorités fédérales d'intervenir. Un dimanche après l'église, alors qu'il se promenait le long de la rivière partiellement asséchée par la chaleur estivale, Elizabeth s'arrêta brusquement. Elle fixait intensément quelque chose ou quelqu'un sur l'autre rive. Thomas suivit son regard et aperçut le juge Harrington qui conversait avec 2 hommes à l'allure peu recommandable. La réaction d'Elizabeth était viscérale.
Elle tremblait, s'accrochant désespérément à la main de Thomas. Ce fut la première fois qu'il la vit réagir aussi violemment à la présence du juge. Cette nuit-là, Élisabeth fut particulièrement agitée. Ses cauchemars semblaient plus intenses, la laissant en sueur et tremblante. Thomas resta à son chevet, lui murmurant des paroles rassurantes, lui promettant que personne ne lui ferait de mal tant qu'il serait là pour la protéger. Il lui parla de Sarah, de comment elle aurait aimé Élisabeth, de la famille qu'ils auraient pu former tous les trois. Il évoqua un avenir où Élisabeth grandirait en sécurité, où elle pourrait peut-être un jour exprimer ce qui la hantait. À sa grande surprise, alors qu'il pensait qu'elle s'était rendormie, Thomas sentit la petite main d'Élisabeth serrer la sienne. Dans la pénombre de la chambre, elle ouvrit les yeux et le fixa avec une intensité troublante. Puis, dans un murmure à peine audible, elle prononça un seul mot, « Harrington ». Thomas resta figé, incertain d'avoir bien entendu. Élisabeth répéta, un peu plus fort cette fois, « Harrington ». C'était lui. Ces premiers mots, après presque un an de silence, frappèrent Thomas comme un coup de tonnerre. Élisabeth venait de confirmer ses pires soupçons. Le juge respecté, l'homme qui incarnait la loi et l'ordre à Silveridge, était un meurtrier. Les jours suivants furent tendus. Thomas savait qu'il marchait sur une corde raide. Il devait rassembler des preuves solides tout en protégeant Élisabeth et en évitant d'éveiller les soupçons du juge. Il contacta discrètement un marshal fédéral qu'il connaissait, lui demandant de venir à Silveridge pour une affaire délicate impliquant une figure d'autorité locale. Pendant ce temps, Élisabeth commençait lentement à parler davantage. Ses phrases étaient courtes, hésitantes, mais chacune apportait une pièce supplémentaire au puzzle. Elle décrivit la nuit du meurtre, comment elle s'était cachée dans le placard, comment elle avait vu le visage du juge à la lueur de la lampe, comment il avait froidement abattu ses parents avant de fouiller frénétiquement la maison à la recherche de documents. Thomas consigna méticuleusement chaque détail, sachant que le témoignage d'Élisabeth serait crucial, mais aussi vivement contesté. Une enfant traumatisée, accusant le juge le plus respecté de la région, ne serait pas facilement crue. L'affaire prit un tournant inattendu lorsque Frank Miller, en patrouille, découvrit le corps d'un des hommes que Thomas avait vu avec le juge près de la rivière. L'homme avait été abattu d'une balle dans la nuque, exécuté professionnellement. Dans ses poches, Frank trouva une somme importante en billets neufs et une note manuscrite fixant un rendez-vous signé simplement H. Ce meurtre accéléra les événements. Le marshal fédéral, David Reynolds, arriva le lendemain. Thomas lui présenta toutes les preuves et soupçons qu'il avait accumulés, ainsi que le témoignage d'Élisabeth qu'il avait soigneusement transcrit. Reynolds, un homme expérimenté et méthodique, écouta attentivement sans exprimer d'opinion, demandant occasionnellement des précisions ou des détails supplémentaires. Harrington, alerté par ses informateurs de la présence d'un marshal fédéral, convoqua une réunion d'urgence du conseil municipal. Il y dénonça publiquement Thomas, l'accusant d'incompétence et de négligence dans l'enquête sur le récent meurtre. Il suggéra même que le shérif pourrait être impliqué, notant ses absences fréquentes et son comportement étrange des dernières semaines. Il conclut en demandant la suspension temporaire de Thomas et la nomination de son adjoint comme shérif intérimaire. La ville se divisa rapidement. Certains, séduits par l'éloquence et l'autorité du juge, commencèrent à regarder Thomas avec méfiance. D'autres, qui avaient été témoins de sa transformation au contact d'Élisabeth et de son dévouement envers la communauté, restèrent loyaux. Martha Cooper fut particulièrement vocale dans sa défense du shérif, rappelant à tous comment il avait redonné espoir à une enfant que beaucoup avaient abandonnée. La tension atteignit son paroxysme lors d'une confrontation publique sur la place centrale de Silveridge. Thomas, accompagné d'Élisabeth et du marshal Reynolds, fit face au juge Harrington devant une foule de citoyens inquiets et curieux. Le soleil de midi frappait durement, la poussière s'élevait à chaque mouvement, l'air était chargé d'électricité comme avant un orage. Thomas prit la parole en premier, exposant méthodiquement les faits, le clin minier découvert par Harper, les documents disparus, les acquisitions suspectes, les intimidations et finalement le témoignage d'Élisabeth. À la mention de ce dernier élément, un murmure parcourut la foule. Beaucoup ignoraient que la petite fille avait recommencé à parler. Harrington répondit avec l'assurance d'un homme habitué aux joutes verbales dans les tribunaux. Il qualifia les accusations de ridicules, fruit de l'imagination d'une enfant perturbée et de l'obsession d'un shérif incompétent. Il rappela sa réputation, ses contributions à la prospérité de Silveridge, les améliorations apportées à la ville grâce aux revenus de la mine. Le débat semblait tourner en faveur du juge jusqu'à ce qu'Élisabeth s'avance. Le silence tomba instantanément sur la place. La petite fille,
qui n'avait pas prononcé un mot en public depuis son arrivée à Silveridge, fit face à la foule. Sa voix était faible mais claire dans le silence tendu. Elle raconta ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Comment le juge Harrington avait d'abord discuté calmement avec son père au sujet du clin minier. Comment la discussion s'était envenimée quand son père avait refusé de vendre. Comment le juge avait sorti un pistolet et tiré sans hésitation. Elle décrivit avec une précision troublante la façon dont Harrington avait ensuite abattu sa mère qui tentait de s'enfuir, puis comment il avait méthodiquement fouillé la maison à la recherche des documents du clin. Pendant qu'Elizabeth parlait, le visage du juge se décomposait progressivement. Sa confiance habituelle laissait place à une nervosité visible. Ses yeux balayaient la foule, cherchant des alliés, évaluant ses options. Quand la petite fille mentionna un détail que seul le meurtrier pouvait connaître. Une montre en or que Harrington avait fait tomber et ramasser près du corps de John Harper. Le juge perdit complètement son sang-froid. Dans un geste désespéré, il dégaina un pistolet caché et empoigna Elizabeth, la plaçant devant lui comme bouclier humain. Il exigea un cheval et un passage libre, menaçant de tuer l'enfant au moindre mouvement suspect. La foule recula, horrifiée par ce retournement brutal qui confirmait les accusations plus éloquemment que n'importe quel témoignage. Thomas, le cœur battant à tout rompre, fit face à son pire cauchemar, Elizabeth en danger de mort, terrorisée mais courageuse, ses yeux bleus fixés sur lui avec une confiance absolue. Le temps semblait suspendu sur la place poussiéreuse de Silveridge, le soleil impitoyable révélant dans sa lumière crue la véritable nature du juge respecté. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire collective de Silveridge comme le moment où la justice triompha enfin de la corruption. Alors que le juge Harrington reculait vers son cheval, tenant toujours Elizabeth en otage, un coup de feu retentit. Le juge s'effondra, touché à l'épaule. Derrière lui se tenait Martha Cooper, tenant le vieux fusil de son défunt mari. La vieille dame, habituellement si douce, avait agi avec une détermination féroce pour protéger l'enfant qu'elle considérait désormais comme sa propre petite-fille. Thomas se précipita pour mettre Elizabeth en sécurité pendant que le marshal Reynolds et Frank maîtrisaient Harrington. La foule, d'abord figée par la stupeur, explosa en cris et en mouvements confus. Certains voulaient lyncher le juge sur le champ, d'autres exigeaient des explications supplémentaires. Le marshal dut faire preuve d'autorité pour calmer les esprits et assurer que justice serait rendue dans le respect de la loi. Les jours suivants révélèrent l'ampleur du système de corruption mis en place par Harrington. Des perquisitions dans sa résidence et son bureau mirent au jour des documents incriminants, des lettres de menaces, des titres de propriété falsifiés et même un journal détaillant ses transactions illégales. Plusieurs notables de la ville furent impliqués, certains comme complices actifs, d'autres comme victimes de chantage ou d'intimidation. Le procès du juge Harrington se tint à Tucson, loin de l'influence qu'il aurait pu encore exercer à Silveridge. Elizabeth, désormais capable de s'exprimer, témoigna avec un courage qui impressionna jusqu'aux jurés les plus endurcis. Sa voix, encore hésitante mais déterminée, ne trembla pas lorsqu'elle identifia formellement Harrington comme l'assassin de ses parents. Thomas témoigna également, présentant méticuleusement les preuves qu'il avait rassemblées. Il évoqua comment l'arrivée d'Elizabeth dans sa vie lui avait ouvert les yeux sur l'injustice qui rongeait Silveridge depuis des années. Comment cette petite fille, que beaucoup considéraient comme un fardeau, s'était révélée être le catalyseur d'un profond changement. Le verdict fut sans appel. William Harrington fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont 2 meurtres au premier degré, extorsion, corruption et tentative d'enlèvement. Il fut condamné à la prison à perpétuité, ses biens confisqués et ses titres révoqués. La Silveridge Mining Company fut placée sous administration judiciaire en attendant que les propriétés illégalement acquises soient restituées à leurs légitimes propriétaires ou à leurs héritiers. Pour Elizabeth, cette conclusion marqua la fin d'un long cauchemar. La propriété de ses parents lui fut restituée, avec la découverte confirmée d'un filon d'argent qui assurerait son avenir financier. Mais sa véritable richesse résidait ailleurs, dans la famille qu'elle avait trouvée en Thomas, Martha et les autres habitants de Silveridge qui l'avaient finalement acceptée. L'adoption d'Elizabeth par Thomas fut officialisée lors d'une cérémonie simple mais émouvante au tribunal de Silveridge, présidée par un nouveau juge envoyé de Tucson. Martha Cooper, Frank et Sarah Miller, le pasteur Williams et sa femme, ainsi que de nombreux habitants de la ville y assistèrent, célébrant non seulement la création officielle d'une famille, mais aussi le début d'une ère nouvelle pour leur communauté. Thomas fit rénover et agrandir sa maison, créant un véritable foyer pour Elizabeth et lui. La petite fille, désormais plus confiante et communicative, commença à fréquenter l'école locale. Sa voix, longtemps emprisonnée par le traumatisme,
s'affermissait chaque jour. Elle parlait de son passé avec une sagesse étonnante pour son âge, mais regardait surtout vers l'avenir. Silveridge elle-même connut une transformation. Après le départ de Harrington et de ses complices, un vent de renouveau souffla sur la ville. De nouvelles élections amenèrent des personnes intègres aux postes clés. Les richesses minières, désormais exploitées dans le respect des droits de chacun, bénéficièrent à l'ensemble de la communauté plutôt qu'à une élite corrompue. Une école plus grande fut construite, ainsi qu'une bibliothèque où les dessins d'Élisabeth furent exposés comme témoignage de son parcours du silence à la parole. Thomas resta shérif pendant de nombreuses années, devenant une figure respectée bien au-delà des frontières de Silveridge. Son exemple de courage et d'intégrité, sa volonté de défendre la vérité face au pouvoir, inspira une nouvelle génération d'hommes de loi dans tout le territoire de l'Arizona. Élisabeth grandit entourée d'amour et de respect. Son talent artistique s'épanouit, ses dessins racontant désormais des histoires d'espoir plutôt que de terreur. Elle développa également un don particulier pour communiquer avec ceux que la société marginalisait. Les muets comme elle l'avait été, les étrangers, les incompris. Elle créa plus tard un foyer pour orphelins à Silveridge, veillant à ce qu'aucun enfant ne soit jamais considéré comme sans valeur ou irrécupérable. La relation entre Thomas et Élisabeth évolua au fil des années, mais resta fondée sur un respect mutuel et une affection profonde. Ils avaient traversé ensemble des épreuves qui auraient brisé bien des âmes, mais en étaient sortis plus forts, plus sages, plus humains. Marie-Louise Beaumont referma doucement le journal du shérif Anderson, émue par cette histoire presque oubliée. Le carnet s'achevait sur une note écrite de la main de Thomas. Datée de 1890, Élisabeth se marie demain. Elle a choisi un homme bon, qui la regarde comme je regardais Sarah. Le cercle est complet. De la tragédie est née une vie pleine de sens et d'amour. Quelles leçons plus précieuses aurais-je pu apprendre dans cette vie? En poursuivant ses recherches, Marie-Louise découvrit que la maison d'Anderson existait toujours, transformée en un petit musée local. La fondation pour orphelins créée par Élisabeth fonctionnait encore, ayant aidé des générations d'enfants en difficulté. Plus surprenant encore, le maire actuel de Silveridge, Richard Miller, était le petit-fils d'Élisabeth et l'arrière-petit-fils adoptif de Thomas Anderson. Le jour de la célébration du 50e anniversaire de la ville, Marie-Louise présenta publiquement ses découvertes. Richard Miller dévoila alors une statue jusqu'alors couverte d'un drap. Elle représentait un homme et une petite fille se tenant par la main, regardant vers l'horizon. Sur le socle était gravé « Thomas et Élisabeth Anderson ». Parfois, nos plus grandes forces naissent dans le silence. La ville de Silveridge, devenue prospère et progressive, n'avait jamais oublié la leçon apprise 50 ans plus tôt. La valeur d'une personne ne se mesure pas à sa voix, à son statut ou à sa richesse, mais à son courage face à l'adversité et à sa capacité à transformer la souffrance en compassion. Dans le désert aride de l'Arizona, où la vie semblait impossible, des racines profondes avaient poussé. Une petite fille muette, rejetée et sous-estimée, avait non seulement trouvé sa voie, mais avait également changé le destin d'une communauté entière. Son héritage vivait dans chaque enfant accueilli, dans chaque injustice combattue, dans chaque préjugé surmonté. Le soleil se couchait sur Silveridge, baignant la statue de Thomas et Élisabeth d'une lumière dorée. Dans le silence du crépuscule, on pouvait presque entendre l'écho d'un murmure, celui d'une enfant qui avait finalement trouvé les mots pour faire triompher la justice.